toute franchise, c'est l'invité politique de Christophe Barbier. Bonjour Christophe. Bonjour Léa. Et ce matin, vous recevez Philippe Juvin. Philippe Juvin, bonjour. Bonjour. Maire de la Garenne-Colombes, dans les Hauts-de-Seine, où vous présidez la Fédération des Républicains et médecin à l'hôpital Pompidou. Un mot quand même sur Persévérance qui s'est posé hier sur la planète rouge. Est-ce que ça vous fait rêver, Mars ? Oh, c'est génial. En fait, ça redonne espoir en la science. Dans l'épisode du Covid, on a pu être extraordinairement impressionné par la mise au point de vaccins en quelques semaines, au fond, et puis on les a testés en quelques mois. Et là, c'est pareil. Moi, je crois en la science, je crois en le progrès. Persévérance, ça pourrait être aussi le titre de la stratégie développée par le pouvoir face à l'épidémie. Tenir bon ensemble, sans relâchement, mais sans durcissement des contraintes. Est-ce que vous approuvez cette stratégie ? D'abord, moi, je crois que personne ne veut être confiné. C'est-à-dire qu'on est tous contents de ne pas être reconfinés, même si la réalité, c'est que nous vivons dans un régime qui n'est pas satisfaisant. C'est un régime de semi-liberté, au sens où, par définition, nous ne sommes pas libres, les restaurants, les théâtres, enfin, tout ça est fermé. Mais c'est vrai que c'est beaucoup mieux d'être comme ça que d'être totalement reconfiné. La question, c'est de savoir combien de temps ça va durer. Moi, ce que je crois, c'est si nous n'accélérons pas le mouvement sur la vaccination, nous n'en sortirons pas facilement. Et c'est ça le sujet désormais. Alors, la vaccination progresse, mais on a ces variants qui arrivent. 36% de variants britanniques, avec peut-être plus de contamination, mais on ne sait pas. Quel est votre point de vue de médecin sur ces variants ? D'abord, il est clair que l'année 2021 va être l'année des variants. C'est quoi un variant ? C'est une évolution naturelle d'un virus qui se modifie pour faire face au vaccin, au traitement, à la pression environnementale. Tous les virus varient. Et c'est pas la première fois qu'ils varient depuis un an. Il y a eu beaucoup de variations, mais jusqu'ici, les variations n'avaient pas beaucoup d'effet sur la contagiosité, par exemple, ou l'infectivité de ces virus. Donc, mon avis, c'est que nous devons nous développer des stratégies thérapeutiques et de prévention qui s'adaptent au coup par coup, extrêmement agiles, parce que on va avoir de plus en plus l'apparition de variants. Pourquoi de plus en plus ? Parce que plus le virus circule, plus il a statistiquement des chances de varier et donc malheureusement de nous échapper. Donc un confinement de 10 jours au lieu de 7, comme on va le faire là dès lundi, c'est bien. Vous allez parler de confinement dont vous voulez parler. Vous aviez un confinement de 10 jours. Non, c'est pas un confinement, c'est un isolement. Oui, c'est indispensable. Pourquoi ? Parce que le variant britannique B117, son petit mot, ça fait un peu bombardier américain, mais le B117, on a dit jusqu'ici, souvenez-vous, il est plus contagieux. En fait, c'est plus complexe que ça. Il est plus contagieux parce qu'en fait, il a une infection qui dure plus longtemps. Et comme l'infection dure plus longtemps, la période pendant laquelle vous pouvez cracher du virus et infecter votre voisin est plus longue. Et c'est pour ça qu'on passe de 7 à 10 jours. On est contagieux plus longtemps et donc il faut s'isoler plus longtemps. Est-ce qu'on peut progresser encore en matière de tests ou est-ce que finalement on a atteint maintenant un niveau suffisant ? Non, je pense qu'on n'y est pas du tout du coup. Avec deux discussions qui sont un peu différentes quand on parle de tests. D'abord, il y a la question de est-ce qu'on sait identifier les variants qui circulent ? Quand je vous fais un test, c'est-à-dire je vous mets le petit coton au fond du nez là qui est désagréable, le résultat que je vous donne, vous avez ou vous n'avez pas le coronavirus, c'est le fameux test PCR, ne me permet pas de vous dire c'est un variant britannique, sud-africain, brésilien. Et donc, pour savoir quel est le type de variant que j'ai sous les yeux après vous avoir testé, il faut faire ce qu'on appelle du séquençage. Le séquençage, c'est une technique un peu élaborée qu'on ne fait pas suffisamment en France. Je crois que quand on se compare aux Britanniques qui sont les champions du monde, on doit le faire probablement 50 fois moins. Et donc ça, il faut vraiment qu'on accélère sur la capacité de savoir quel est le variant qui circule parce que probablement, chaque variant va avoir sa caractéristique. Et puis, deuxièmement, il y a les tests massifs. Là, je crois qu'on est très en retard. Il faudrait qu'on avance. En particulier, ce que je crois, moi, c'est que si on donnait la capacité à chaque Français de se tester le matin chez soi, un autotest fait à la maison, ça existe, finalement, les choses seraient plus faciles parce que les gens, naturellement, s'autoconfineraient s'ils étaient positifs. Je crois beaucoup à la responsabilité des gens. Je vous le disais tout à l'heure, mais en Grande-Bretagne, depuis maintenant 2 semaines, les enseignants ont chez eux, des tests qu'ils font avant d'aller à l'école. Alors, ils en ont 2 par semaine, parce que ça coûte relativement cher. Il y a beaucoup d'enseignants, c'est normal. Mais nous, on n'en a pas du tout. Et vous voyez, ça changerait votre vie. Si avant de venir à Radio J ce matin, vous étiez testé, vous êtes positif, vous venez pas, et vous appelez en disant Philippe Juvin, je suis désolé, je peux pas vous interviewer. Et ça, malheureusement, nous ne l'avons pas, et il faudrait aller là-dessus. Alors, l'hôpital est mis en état d'alerte, en état de crise. Ça change quoi sur le terrain ? L'hôpital est en état d'alerte parce qu'en fait, nous n'avons pas beaucoup de marge de manœuvre. En clair, si l'épidémie
l'épidémie augmente, pas beaucoup, mais un peu, nous sommes débordés. Et donc, nous jouons, si vous voulez, sur une ligne de crête, puisque notre nombre de lits est fini, nous devons faire avec le stock de lits que nous avons. Et donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que nous déprogrammons quelques patients qui n'ont pas le Covid, qui ont d'autres pathologies, et nous ne les opérons pas ou nous ne les diagnostiquons pas parce que nous n'avons pas suffisamment de lits. Donc le sujet est là. Et donc on va avoir dans quelques mois ou quelques années des morts parce qu'on n'aura pas pu s'occuper d'eux aujourd'hui. D'abord, on les a déjà. Il y a un travail qui a été publié par les Anglais qui a très clairement montré la chose suivante, qui a mesuré en 2018, 2019 et 2020, en mars, le nombre de cas de nouveaux diabètes ou de nouveaux cancers qui ont été diagnostiqués. On s'aperçoit qu'en 2018 et 2019, il est stable, mois de mars, normal, et en 2020, c'est la moitié. Donc en fait, c'est pas que les gens ont moins de cancer, c'est qu'on les a moins diagnostiqués, ils sont donc dans la nature et ils évoluent à bas bruit chez eux et probablement un jour on va les voir arriver, d'ailleurs on les voit déjà arriver dans un état plus grave. Et oui, donc il y a une mortalité et il y a une morbidité non Covid du Covid, par désorganisation du système. Je peux même vous citer un travail qui a été publié par mon hôpital, qui a travaillé sur ce qu'on appelle la mort subite. Vous savez, la mort subite, c'est les gens qui sont dans la rue, qui ont brutalement une douleur du thorax, souvent, qui s'écroulent. Et c'est là qu'il faut faire le massage cardiaque et la défibrillation. Eh bien, on a montré que durant le confinement, il y a une multiplication de 100, enfin, il y a plus 100% de morts subites à Paris et Petite Couronne durant le confinement. Pourquoi ? Parce qu'il y a une désorganisation du système de santé. Donc oui, il y a des morts non Covid, du Covid, qui sont probablement d'ailleurs plus nombreux en nombre que les morts du Covid direct. Le vaccin avance lentement. Vous aviez employé le mot de déroute au début de l'année. Est-ce que vous corrigeriez aujourd'hui ce mot ? Non, le mot déroute était réel il y a un mois. Aujourd'hui, est-ce que ça va ? Non, ça va pas. Nous connaissons tous des gens qui voudraient être vaccinés, qui sont âgés, qui ont toutes les caractéristiques et qui n'y arrivent pas. Moi, j'ai un centre de vaccination dans ma commune, puisque je suis maire également, et je n'ai pas cessé mes services n'ont pas cessé depuis un mois de passer des coups de fil pour reporter des rendez-vous de gens qui avaient pris rendez-vous, et j'ai des gens de plus de 85 ans qui ont rendez-vous au mois de mai. Donc non, ça marche pas encore, on est très en retard, on n'y arrive pas. Il y a des causes nationales, on fait moins bien, on est moins bon, on est sous la moyenne de l'Union européenne, mais il y a des causes européennes aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas commandé assez de vaccins. Ça peut se rattraper ? Il y a d'autres vaccins qui vont arriver. Il y a le vaccin russe. Tout peut se rattraper. Simplement, la question est de savoir si on s'en donne les moyens. Moi, ce que je crois, j'ai fait une proposition il y a un mois qui a fait rigoler au début. J'ai même été un petit peu moqué, mais je m'aperçois que finalement, les gens la reprennent. Donc, vous voyez, finalement, c'est pas mal. J'avais dit, il faut faire deux choses. D'abord, il faut, par tous les moyens, acheter des vaccins ou avoir des vaccins. Et donc, j'avais proposé qu'on achète la licence à Monsieur Moderna ou Madame Pfizer et qu'on fabrique sur notre territoire des vaccins. Parce que vous faites aucune illusion, ce que nous vivons là, nous allons vivre pendant plusieurs années. C'est-à-dire qu'il va falloir probablement revacciner dans 1 an ou dans 2 ans. Et donc, il faut fabriquer des vaccins. Donc, j'ai vu, au début, on me disait c'est pas possible. Je m'aperçois qu'aujourd'hui, tout le monde dit qu'il faut le faire. Donc, c'est très bien. Et puis, il faut autoriser plus rapidement les vaccins. Là aussi, je me souviens d'un ou deux ministres qui avaient dit c'est pas possible. Je pense qu'il faut regarder dans quelle mesure on peut accélérer les procédures de l'Agence européenne qui sont très très lentes. Et j'avais fait la proposition que si elles restaient lentes, eh bien, qu'on considère que dès lors que les Américains, les Canadiens ou les Britanniques, même standing sanitaire, donnaient une autorisation sur le territoire, ça valait pour nous. Voilà, écoutez, il faut y aller. Là. Réserver 5% de la production achetée par nous aux pays du Sud, à l'Afrique, comme le propose Emmanuel Macron, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Alors, je ne sais pas si c'est 5, 7 ou 3, mais en tout cas, il a raison. Pourquoi ? Parce que c'est illusoire de penser que nous sortirons durablement de la crise si des pays ne sont pas vaccinés. Imaginez, par extraordinaire, que toute la population européenne soit vaccinée. On n'y est pas, malheureusement. Je ne veux pas dire que je vous rassure, mais on n'y est pas. Nous sommes tous vaccinés et d'autres pays ne le sont pas. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer dans les autres pays ? Le virus va continuer à circuler. Circulant, des variants vont apparaître nouveaux, potentiellement résistants au vaccin avec lequel nous avons été vaccinés. Les gens arriveront sur notre territoire et le truc repartira. Donc, nous ne serons tranquilles que quand toute la population mondiale aura été vaccinée. Et donc, il faut une solidarité internationale, ça va de soi. Nicolas Sarkozy, 66 ans, a été vacciné en janvier. Donc, on peut en déduire que soit il a une des pathologies qui ouvraient droit au vaccin quand on n'a pas l'âge, c'est des pathologies graves, soit il a eu un passe-droit.
Je ne sais pas, moi j'ai pas le dossier. C'est l'un ou l'autre, non? Non, mais en revanche, j'ai deux remarques à faire. Je crois qu'il a été vacciné dans un hôpital militaire. Tout à fait. Donc ça signifie, j'imagine, que tout ça a été su en haut lieu, parce que les militaires, en général, sont des gens qui rendent compte. Moi, c'est ce que je m'avais appris quand j'étais à l'armée, il faut rendre compte. Et la deuxième chose, c'est que c'est quand même assez extraordinaire qu'on en soit en 2021 à se dire, c'est incroyable, tel individu a eu tel médicament ou tel vaccin, mais dans quelle économie de guerre sommes-nous ? Franchement, vous trouvez pas que c'est fou. Vous le disiez, il y a des personnes âgées qui n'ont pas de rendez-vous et qui se disent, tiens, quand on est ancien président, on a le droit de... Mais c'est fou, c'est fou. Et ça va être compliqué d'être présidentiable s'il a une pathologie grave qui justifie un vaccin. Vous avez accès à son dossier médical? Ah non, mais je déduis que s'il a été vacciné, c'est peut-être qu'on doit s'inquiéter pour sa santé. Le mieux, c'est peut-être de lui demander. Eh bien, on lui demandera. Un médecin dans la présidentielle, ça vous intéresse, la présidentielle? Quelle serait votre valeur ajoutée? Alors j'ai dit que je voulais participer à la primaire de la droite, d'abord parce que je pense qu'il faut qu'il y ait une primaire à droite, parce que vous comprenez bien que s'il y a 2 ou 3 candidats qui viennent de la droite, l'affaire est finie. Ça refait au birage Jospin de 2002. Bien sûr. Mais primaire de militants ou primaire? Il faut que la primaire soit la plus ouverte possible. Pourquoi? Parce que la primaire, en fait, on dit que la primaire, c'est un objet pour désigner un candidat, certes, évidemment, mais c'est d'abord et avant tout un objet pour lancer un débat. Souvenez-vous de la primaire de la droite il y a 4 ans, qui s'est mal finie finalement. Enfin, la primaire elle-même s'est bien passée. Mais il y a eu un vrai débat politique, il y a eu des lignes politiques qui ont été débattues. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Je crois, si vous voulez, en la phrase de Alain qui disait « Quand 10 personnes qui pensent la même chose se réunissent, elles ne pensent plus ». Et donc, je suis pour l'échange d'idées. Et cet échange d'idées, est-ce que ce n'est pas d'abord une machine à diviser? Le problème, c'est pas la primaire en débat, c'est de se réconcilier après. Je crois tout à fait le contraire. Moi, je pense que c'est en mettant sur la table des idées différentes qu'on arrive à progresser. Moi, je crois à la dispute intellectuelle. D'ailleurs, je crois qu'un des grands mots MAUX de notre époque, c'est qu'on n'aime pas la dispute intellectuelle, on la confond avec la bagarre. Moi, je n'ai aucun ennemi en politique, aucun. Je n'ai que des adversaires. J'ai des gens avec lesquels je débat. Mais on confond la dispute et le chaos. Je crois à la dispute intellectuelle. Elle est fondamentale. C'est comme ça qu'on progresse. Il y a de l'islamo-gauchisme à l'université, affirme Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur. Un médecin, c'est aussi un universitaire. C'est un risque que vous redoutez? Alors, c'est quoi l'islamo-gauchisme? C'est la haine de la France, en fait. Qui prend des allures, si elle est à l'université académique, et de sérieux. Non, dans l'université de médecine, il n'y a pas cet islamo-gauchisme, en tout cas on ne le perçoit pas du tout. Et à l'hôpital, les patients, il y a une pression? Non, il y a quelques cas dans des zones particulières où il y a des cas bien décrits par plusieurs enquêtes parlementaires qui montrent des patients qui exigent d'être vus par un homme ou par une femme, qui exigent que les infirmières qui peuvent exiger de porter le voile, etc. Ça reste cantonné à des zones particulières que moi je ne vis pas dans l'hôpital dans lequel je travaille. Philippe Juvin, merci, bonne journée. Merci beaucoup.